Bonjour Céline Dassonville, heureux de vous accueillir dans Smart Impact. Vous êtes donc la présidente d'EtiWork, studio d'impact. Quand, pourquoi surtout vous l'avez créé ? Alors bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai créé EtiWork partant d'un constat, notamment au regard de l'injustice environnementale et sociale qui existait à l'heure actuelle, et aussi d'une expérience qui est que j'ai eu la chance d'être directrice RSE dans le secteur de la joaillerie. Et le sujet de la gestion des impacts directs et indirects, tant d'un point de vue environnemental ou social, m'a questionnée dans ma propre moralité et m'a donné envie de me positionner en tant qu'accélérateur. Donc ça veut dire que vous accompagnez des entreprises, essentiellement du secteur du luxe, c'est ça, dans leur transition ? Alors, pas que les entreprises du secteur du luxe, mais c'est vrai que j'ai une compétence spécifique sur les enjeux matières du secteur du luxe. Et je les accompagne sur plusieurs phases de leur transformation ou transition pour améliorer leur impact. D'une part, pour définir la raison d'être et surtout l'indexer sur des KPI, donc des mesures d'impact qui vont l'aider à piloter sa démarche de progrès. D'autre part, je travaille plutôt, on va dire, en coalition, en coopération avec un écosystème de solution qui va venir aider à mesurer, optimiser, améliorer de par des solutions matières ou des solutions de traçabilité. Et puis troisièmement, j'ai un volet autour de l'engagement avec un prisme fort sur les enjeux de formation, parce qu'aujourd'hui, on est très peu sachant sur les enjeux d'impact environnemental et social. On se rend compte qu'on en souffre, mais c'est très difficile de définir dans quelle mesure une matière est mieux qu'une autre. On peut faire des erreurs sans le savoir, en fait. Voilà, il y a beaucoup de généralités. En fait, c'est assez subtil. C'est pas le domaine de la perfection qu'on a pu connaître ailleurs. Et donc, c'est un domaine, en fait, d'arbitrage et de choix moraux. Et donc, j'accompagne dans la formation et dans l'engagement par la communication. Alors, je voudrais justement qu'on soit très concret, qu'on parle de matière. Sur quelle matière, pour vous, il y a le plus d'enjeux, le plus d'amélioration à engager aujourd'hui ? Alors, historiquement, si on parle du secteur du luxe, il y a quand même toujours eu une tradition d'éco-conception, c'est-à-dire le précieux, la matière précieuse, a été économisée dans son utilisation. Et donc, on va dire, au niveau des opérations directes, il n'y a pas d'enjeu très, très prégnant. En revanche, si on s'intéresse à l'origine des matières et aux matières en tant que telles, je pense notamment à l'or, au diamant, aux pierres précieuses, on est dans des questionnements très très forts puisqu'on interroge la mine, une ressource finie, et donc forcément... Les conditions d'extraction. Voilà, des suspicions qui peuvent exister d'esclavage moderne, et donc on est très fortement exposé à des sujets de comment est-ce qu'on paye le juste prix pour ces matières, comment est-ce qu'on peut remédier peut-être aux mines qui existent, ou comment est-ce qu'on peut s'émanciper de certaines matières. Alors on l'a vu ici, des nouvelles matières. Oui, on a reçu ici la maison Courbet avec ses diamants de culture, son or recyclé. Il y a des solutions. Il y a des options. Oui, alors je connais très bien Manuel et Marianne avec qui je travaille. Donc effectivement, ce qui est très intéressant à l'heure actuelle, c'est qu'il y a une forme de révolution dans les choix matières. Donc il existe, par exemple, si on prend l'or, la possibilité de continuer à faire de l'or minier, la possibilité de faire de l'or minier dit à impact, c'est-à-dire en aidant les communautés locales, ou la possibilité de faire de l'or recyclé. Donc déjà, 3 options différentes. Et si on prend l'exemple de Courbet, la possibilité d'aller jusqu'à de l'or minier de l'or non minier, recyclé, urbain, donc issu des déchets e-waste. C'est ça, c'est d'ailleurs les déchets dans nos portables, dans nos tablettes, etc. Il y a toujours un tout petit peu d'or, il est récupéré, quoi. Voilà, et donc dans la lutte contre l'obsolescence programmée, c'est très important que cette matière qui est quand même finie et qui a été déjà principalement extraite des sols, puisqu'il y a plus de 80% des stocks d'or qui ont déjà été extraits, et on la recycle, on l'utilise. Et de la même façon, on peut aussi se poser la question sur les diamants, puisqu'il existe aujourd'hui la possibilité de faire des diamants de laboratoire qui grandissent donc grâce au génie humain et dans des conditions maîtrisées qui s'émancipent de la mine. Et donc il y a deux voies. Soit la voie de continuer, on va dire, la matière naturelle, mais le faire de manière responsable, c'est-à-dire en remédiant par rapport à ces impacts environnementaux qu'on induit, soit la possibilité d'embrasser ces nouvelles matières qui sont identiques
en termes de constitution physique et de qualité que les anciennes. Est-ce que, alors je reste sur la généralité du secteur du luxe, évidemment on va trouver à chaque fois des situations particulières entreprise par entreprise, mais est-ce que vous diriez, parce que vous parliez du point de départ du luxe, effectivement, c'est la rareté d'une matière et donc on la chérit et donc on fait attention. Mais on a le sentiment qu'un luxe jetable est apparu. Vous diriez que ça existe encore, qu'il faut revenir aux fondamentaux du luxe durable ? Alors, il y a deux tensions à l'heure actuelle dans le secteur du luxe, c'est-à-dire historiquement, le luxe s'est effectivement créé sur des traditions, sur de la conception plutôt sur mesure à la demande, et puis a connu récemment une industrialisation très très forte qui l'a amené à changer un petit peu, on va dire, l'âme qui lui avait donné naissance. Donc aujourd'hui, que ce soit dans les grandes maisons de luxe ou que ce soit sur les nouveaux acteurs qui émergent, il y a une volonté de revenir à une production, une création mesurée. Après, quand on est un petit acteur ou un grand acteur, on n'a pas forcément les mêmes impacts. Et il y a des enjeux très spécifiques sur les filières. C'est-à-dire que quand on est leader du secteur, peut-être il n'y a pas encore des quantités suffisantes d'or tracé, de pierres tracées, qui sont disponibles à l'heure actuelle sur le marché. Est-ce que sur les vêtements aussi, par exemple la soie, est-ce que là aussi c'est une matière première en tension sur laquelle il y a des progrès à faire ? Alors, c'est toutes les matières, que ce soit les peaux, c'est-à-dire les cuirs naturels ou les nouvelles peaux végétales, que ce soit la soie, que ce soit le cachemire, travaillent dans deux directions. Une direction qui vise à protéger la naturalité et à remédier aux impacts négatifs que ça induit, et des directions d'innovation. Donc, il y a quelques startups à l'heure actuelle sur la soie qui proposent des processus révolutionnaires et donc qui permettent de créer de la soie sans qu'il y ait de souffrance au niveau des verres à soie. Et ça, les géants du luxe sont sur ce chemin. Alors, parce que forcément, quand on a un paquebot, c'est plus difficile de le faire changer de cap. Alors, je pense que les géants du luxe ont peut-être été discrets sur la manière de s'emparer de ce sujet, mais ils sont très proches, notamment depuis ce que révèlent les études consommateurs, c'est qu'aujourd'hui, chez le consommateur, il y a un désir de connaître ces matières premières, de l'origine à la vitrine, et il y a un désir que ça soit à la fois fait dans une conscience de l'impact environnemental et social. Et donc aujourd'hui... C'est leur avenir commercial qui se joue, clairement. Clairement, et puis Kering a quand même innové et montré la voie en étant beaucoup plus transparent. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine des maisons de luxe, il y a une culture discrétionnaire de la fabrication et des chaînes de sous-traitance. Et donc, aujourd'hui, on arrive à... Le consommateur demande de la transparence et il y a un travail énorme qui est fait tant par les petits que par les géants pour s'intéresser à cette innovation, lui redonner les moyens de progresser, que ce soit dans n'importe quelle grande maison, mais aussi parce que des petites marques, comme par exemple... Mettre la pression, évidemment. Alors, il nous reste un peu moins de 2 minutes, pardon de vous interrompre. Vous venez de lancer ce podcast Luxury for Good avec quelle idée, quelle ambition ? Et bien justement, l'ambition d'accélérer cette transformation et de l'accompagner. Il y a beaucoup de stigmatisation sur ces sujets. Par exemple, on va considérer que soudain, je sais pas, un cuir végétal va être mieux qu'un cuir animal, mais en fait, le sujet, il n'est pas là. Le sujet est de comprendre comment c'est fabriqué et de quelle manière ça impacte la planète d'un point de vue social, économique et culturel. Et donc, le but de ce podcast, c'est de mettre en lumière ces solutions avec une vision plurielle et non stigmatisante ou normative de la manière de travailler ces impacts. Donc ce sont des acteurs comme ça du luxe qui vont venir témoigner ? Alors ce sont des acteurs du luxe ou des solutions. Ça peut être aussi des ONG, parce qu'il y a aussi beaucoup à faire du côté de la lutte contre l'esclavage moderne et sur la protection des conditions de travail. Et donc le but, c'est que la part de voix soit plurielle, qu'il y ait des gens qui proposent par exemple une joaillerie circulaire, qu'il y ait des gens qui proposent une joaillerie qui est plutôt orientée sur le diamant de laboratoire, et que la somme des points de vue permette au consommateur d'exercer son propre jugement. On invite aussi, par exemple, des solutions novatrices, plus technologiques, comme la blockchain qui vient aider à créer les doubles numériques qui permettent la transparence et la gestion de la seconde vie du produit de luxe, qui est en pleine explosion à l'heure actuelle. Et donc, on va dire, c'est partager pour permettre aux consommateurs de mieux comprendre et puis inspirer
à la fois les employés et les acteurs du secteur du luxe pour embrasser cette démarche d'impact. Merci beaucoup, merci Céline Dassonville, à bientôt. Merci sur beaucoup. Bismart, tout de suite notre débat sur l'éco-conception dans l'industrie, on va parler des cartes SIM.